Bonjour à tous, vous êtes déjà quelques-uns à vous connecter. Bonjour. Bonjour à tous. Ah, ça monte. On est ravis de vous retrouver. En tout cas, on va attendre quelques instants avant de commencer. Quelques secondes. Est-ce que vous nous entendez tous bien? Vous avez le petit chat du coup qui vous permet de nous dire si vous entendez bien, si vous nous voyez. Donc, n'hésitez pas à nous dire. On voit bonjour, parfait. Et bien, écoutez, parfait. On y va alors. Certains vont nous rejoindre. Donc, on va commencer. On est ravis de vous retrouver, Majdeline et moi, pour ce webinaire, comment recruter, puisque c'est notre quotidien, en fait, à Majdeline et moi, depuis maintenant quelques années, chez Fed Legal. On ne fait que du recrutement, on ne fait que ça, et on voit des juristes, fiscalistes, contract managers, etc., tout le long de nos journées, depuis assez longtemps maintenant, et c'est pour ça qu'on voulait aujourd'hui vous faire bénéficier toutes les deux de tous nos conseils, pour le coup, et retours d'expérience. Du coup, donc premier point, qui sommes-nous? Là, donc on est toutes les deux consultantes en recrutement. Fed Legal, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est en fait spécialisé sur le recrutement de juristes, fiscalistes, directeurs juridiques et fiscaux, avocats, associés et tous les métiers juridiques et parajuridiques en cabinet d'avocats et en entreprise, tous secteurs confondus. On existe depuis plus de 11 ans maintenant. On est 12 chez Fed Legal et Majdeline et moi on va vous présenter du coup en charge aussi, donc côté entreprise, de recruter des juristes et fiscalistes. Pour ma part, je suis juriste de formation, mais n'est pas du tout l'objectif aujourd'hui de pratiquer, tout comme Majdeline d'ailleurs. En fait, moi, je recrute depuis près de 12 ans maintenant et depuis 10 ans chez Fed Legal, des juristes fiscalistes au sein du pôle industrie et services chez Fed Legal. Toi, Majdeline? À moi. Comme tu le disais, Audrey, je suis également juriste de formation. Et effectivement, alors pour ma part, je me suis lancée dans le recrutement un peu par hasard. Et ça me plaît depuis quelques années maintenant. Et c'est vrai que ça nous aide beaucoup finalement à mieux comprendre et mieux cerner aussi les profils qu'on recrute, puisque c'est important en tant que spécialiste de bien connaître les métiers sur lesquels on recrute au-delà de notre connaissance du marché. Et donc aujourd'hui, le but, c'est vraiment de vous donner nos conseils, nos tips pour aborder vos recrutements. Donc ça s'articulera autour de 5 thèmes que sont le lancement du recrutement, la recherche de candidats, la sélection de ces candidats, et puis une fois qu'on les a sourcés, bien sûr, toute la partie entretien. Et on finira avec nos conseils de chasseuse. Et puis, bien sûr, on vous laissera quelques minutes à la fin pour toutes vos questions. Alors, n'hésitez pas aussi à les poser au fur et à mesure. On sera un plaisir d'y répondre tout au long de ce webinaire. Et du coup, Je commence. Merci, Majdeline. Alors, on commence par un premier point. Alors, on va revenir avec Majdeline sur des fondamentaux et on suit la chronologie en fait, d'un recrutement et on pense que c'est vraiment important de reprendre point par point et vous donner le retour d'expérience à chaque point. Donc, premier point, on lance le recrutement. Et c'est important d'en parler parce qu'on voit chez certains de nos clients, c'est pas toujours bien défini. Donc, c'est bien que ce soit en effet un recrutement qui va être décidé, pas que par vous, recruteurs, parce qu'aujourd'hui, vous êtes a priori pas mal de responsables et directeurs juridiques et fiscaux, peut-être même des associés en cabinet d'avocats ou autres managers en d'autres sociétés. Et en fait, c'est pas uniquement à vous de décider, ça se décide en interne et ça passe aussi par plusieurs points. Valider le budget, définir clairement le besoin et identifier le process interne. Alors, je vais juste revenir sur chaque point rapidement. On valide le budget, ça paraît évident, mais nous, on s'est déjà retrouvés avec en effet des process qui avançaient. J'ai pour exemple un responsable juridique M&A dans un grand groupe avec une super candidate dont je me souviens encore, qui a en fait avancé tous les process, a rencontré tout le monde, a rencontré même le directeur général de l'entité. Et puis à la toute fin, au moment de lui faire une proposition, il se trouve qu'au niveau de tout là-haut, du coup, il y a eu un petit couac et qui, même en interne, du coup, se sont dit, mais mince, en fait, le budget n'a pas été validé à 100%. Ça paraît incroyable, c'est arrivé. Mes clients étaient catastrophés, la candidate très déçue, moi aussi, pour tout vous avouer. Donc ça paraît vraiment évident, mais c'est bien de valider en fait en interne. Si on a vraiment le budget, si c'est bien validé, et deux, jusqu'où on peut aller en termes de budget, aussi en termes de rémunération.
Donc, ça bien à valider en interne. Et on se fait aider aussi donc, par les RH en interne et aussi par éventuellement des chasseurs. Voilà, on aide aussi nos clients, soit dans le cadre de recrutement ou même indépendamment de mandats que l'on pourrait avoir pour se renseigner sur le budget en fait, à avoir pour un recrutement en particulier. On définit clairement son besoin aussi, chose importante. Voilà, ça nous arrive qu'on nous dise, voilà, je voudrais un juriste corporate ou je voudrais, tiens, un responsable dans des affaires, ce qui ne veut en fait rien dire, hein, pour être honnête avec vous. Donc, on a besoin d'infos. Alors, c'est vrai qu'avec Mageline, on fait ça depuis très longtemps. Donc, on connaît a priori ce qui se cache derrière corporate, ce qui se cache derrière droit des affaires. Mais d'une structure à une autre, ça peut être très, très différent. Donc là, on vous conseille en fait de faire une job description. Ça prend du temps. Oui, c'est à vous de le faire, du coup, manager qui est opérationnel et pas forcément en RH. Ça peut être fait avec les RH, mais ça doit être en fait vraiment défini. Autre exemple, là pour le coup, d'exemple très positif du coup, de 2 clients. J'en ai un qui crée un poste de directeur juridique il y a quelques années, qui a en fait fait un audit auprès des directeurs commerciaux des BU, qui a fait un audit aussi auprès de tous les opérationnels qui allaient être en contact avec le directeur juridique pour comprendre vraiment les enjeux et le quotidien futur en fait du directeur juridique. Donc alors, pour moi, c'était vraiment absolument formidable parce que j'avais vraiment toutes les informations, c'était très clair. Et donc, le besoin était vraiment clairement défini. C'est valable vraiment aussi pour un juriste. Et ça permet aussi de discuter en amont de ce qui est possible ou pas. Parce qu'on a évidemment la job description. Ça, c'est absolument parfait pour vous et pour nous quand on recrute aussi pour nos clients. Mais il faut aussi vraiment avoir en tête du coup, de savoir si le profil existe. Et ça nous est arrivé, Mageline et moi, et à nos autres collaborateurs chez Fed Legal, d'être confrontés à des profils qui n'existent pas sur le marché. Voilà, vous ne pourrez pas, je commence vraiment dans le vif du sujet, vous ne pourrez pas trouver quelqu'un qui sait tout faire. Et si vous êtes responsable et directeur juridique, a priori, et fiscaux, vous savez a priori que ce n'est pas possible de connaître absolument tout. Absolument pas. Donc, il va falloir en fait plutôt dégager les quelques compétences clés qui sont importantes pour vous. Voilà, ces compétences auxquelles il ne faudra absolument pas déroger et qui sont vraiment primordiales pour le besoin. Et les compétences qui vont être pas forcément subsidiaires, mais en tout cas, là, vous êtes un petit peu plus souple et vous pourrez accorder une petite marge aux collaborateurs qui vous rejoindra pour voilà, évoluer et se former sur cet aspect-là. La job description, c'est ça, mais c'est aussi pour éviter en fait, de changer au bout de 3 semaines, d'un mois et demi, et de se dire, ah bah tiens, finalement, il me fallait quelqu'un qui fasse aussi de la compliance. Ou tiens, il ne me fallait pas que l'anglais, mais aussi l'allemand. Ou pourquoi pas le chinois ou autre langue. Voilà, ça nous est arrivé aussi. Là, on perd un temps fou. Donc, c'est la perte de temps pour vous parce que finalement, ça change en cours de route. Tout ce que je vous dis est vraiment évident, mais tout ce qu'on vous dit là, ce qu'on va vous dire avec Mageline, c'est arrivé. Donc, on vous fait vraiment du retour d'expérience et c'est vraiment des conseils qu'on vous donne pour éviter ce genre de désagréments en cours de recrutement. Donc, ça permet, voilà, cette job description de vraiment de s'y tenir. Ça ne veut pas dire que vous allez être figé pour toute la vie du coup sur ce recrutement-là. C'est pour le job description, c'est pour avoir vraiment une idée claire et éviter en effet de rajouter des matières, rajouter des choses en cours de route, ce qui évitera justement de perdre du temps et peut-être de passer à côté de candidats. Ensuite, une fois que vous avez donc les budgets et défini clairement le besoin, vous identifiez le process interne. Chose très importante aussi, c'est de savoir qui va rencontrer le candidat. Pardon, j'ai une question que je vais répondre du coup de Marion. Du coup, donc l'évolution du profil suit-il aussi la réception des CV? C'est une très bonne question. Oui et non. C'est-à-dire que d'un côté, non, parce que, a priori, si vous avez déjà en fait, identifié votre besoin clairement, vous n'allez pas changer à chaque CV que vous recrutez. Mais il est arrivé, j'ai un de mes clients, là, même très récemment, qui en fait avait besoin de deux profils, un profil pardon, à la fois dans des affaires et assurances, qui s'est axé beaucoup sur le droit des assurances. Finalement, s'est rendu compte que ça ne correspondait pas exactement et qu'elle était plus ouverte à des profils à davantage dans les affaires. Elle s'est rendue compte de ça, bon, déjà parce qu'on a beaucoup échangé ensemble, et parce qu'il y avait des profils qui étaient vraiment très bien et très solides en droit des contrats, qui pouvaient en fait être tout à fait capables de se former à la partie dans des assurances. Et ça, c'est un bon exemple en effet, puisque ça a évolué sur du coup, le profil grâce au CV qu'elle a pu rencontrer et au candidat qu'elle a pu rencontrer et CV qu'elle a pu recevoir. Voilà, mais l'idée, c'est quand même de rester malgré tout le plus proche possible de son idée initiale, même si, évidemment, on peut être souple et évoluer. Encore heureux, il faut faire preuve de souplesse et de flexibilité.
Je reviens, en tout cas, merci pour votre question, Marion. Je reviens sur la partie identification du process interne. C'est important aussi de savoir pour vous, pour les RH, pour les candidats aussi, qui va rencontrer en fait ces candidats. Il faut que ce soit défini dès le départ. Est-ce qu'il y aura d'abord un entretien RH, un rendez-vous avec l'opérationnel tout de suite? Ça, c'est vraiment important de le savoir en interne. Est-ce qu'il y a des gens qui vont voir du coup les candidats, même des opérationnels? Est-ce que, in fine, ce sera le DG, le directeur financier? Voilà, il faut vraiment avoir une idée très précise et ça permet aussi d'avoir une visibilité de la durée du recrutement, que ce soit plus facile à organiser quand vous les voyez en disant bah, tiens, est-ce qu'un tel va le voir? Ah non, t'es pas dispo, etc. Nous, on voit chez nos clients, parfois, c'est un petit peu le bazar et on perd du temps à cause de ça. Alors que si c'est clairement défini, on sait que quand il y a un bon candidat, il y a 3 personnes qui doivent le rencontrer. On essaie de faire ça en Zoom maintenant parce qu'on ne voit pas trop les gens, comme vous le savez. Donc, on enchaîne les Zooms et c'est bien organisé et ça permet vraiment de gagner du temps et ça nous donne aussi une meilleure image pour les candidats. Ça, c'est très, très important. Magénie nous en parlera aussi tout à l'heure. Donc, vraiment important voilà, d'avoir une visibilité de ce process-là pour vous, pour les RH, pour les candidats, pour éviter les mauvaises surprises aussi et pas rajouter comme ça. Voilà, très, très important. Voilà pour le lancement du recrutement. Donc, une fois que vous avez et le budget validé et défini clairement le besoin et a priori identifié le process en interne, Mageline, tu nous dis la suite? Il n'y a plus qu'à rechercher les bons candidats. Je dirais même une chose avant ça, c'est qu'effectivement, une fois qu'on a validé son budget, qu'on a défini son besoin, etc., enfin, tous les points que tu nous as justement bien énoncés, je pense qu'il est important aussi, côté client, au même titre que côté candidat, de bien cerner quel type de profil on peut attirer aussi. D'avoir aussi du recul sur l'image de son entreprise, sur quel type de profil vont être intéressés par intégrer notre structure et pas avoir une image déformée, alors dans le bon ou dans le mauvais sens pour le coup, mais en tous les cas être totalement objectif sur qui on peut attirer et comment on peut le faire. Et donc une fois qu'on s'est dit ça, bien sûr, on va se lancer dans la recherche des premiers candidats. Et donc, la première chose à laquelle on pense, c'est publier des annonces. Alors, ça peut paraître simple, mais c'est ce que tu disais, Audrey, au tout début, c'est que si le besoin n'est pas clairement défini, l'annonce ne sera pas claire, in fine. Et donc, c'est important d'avoir fait tout ce travail en amont pour bien préparer son annonce. Et en fait, d'être totalement clair dès le départ sur le profil qu'on recherche. Souvent, on a des clients qui publient une annonce. Alors, je donne un exemple très concret. Il y a quelques temps, l'une de mes clientes a publié une première annonce de juriste droit des affaires. Et en réalité, ce qu'elle recherchait, c'était plutôt quelqu'un qui avait une dominante droit immobilier. Et donc, le problème, c'est qu'elle s'est retrouvée avec énormément de profils, dont de nombreux qui n'avaient pas du tout cette partie droit immobilier. Et en même temps, on ne pouvait pas en vouloir aux candidats, puisqu'en fait, eux ont juste répondu à l'annonce qu'ils avaient vue, qui est juriste droit des affaires et non juriste droit immobilier. Et donc, on peut se dire, tiens, l'IMO, c'est peut-être pas la dominante. Donc, même si je n'ai pas cette partie-là, en revanche, j'ai tout le reste, les contrats, le corporate, les contentieux, etc. Donc, il faut être très clair dans la publication de ces annonces. Il faut aussi donner envie, tout en étant transparent. Il ne faut pas non plus vendre du rêve, mais en tous les cas, il faut donner envie aux candidats de postuler, puisque là, ce qu'on constate depuis quelques semaines, c'est que le marché se relance bien. Donc, on va retomber, je pense, sur un marché plutôt de candidats. Et donc, il faut pouvoir les attirer, les bons candidats en tous les cas. Nous, on a ce choix d'être hyper spécialisé, donc de publier nos annonces sur des sites spécialisés. Alors déjà le nôtre, du coup, mais aussi Village de la Justice, Cadre Emploi. Quand on est aussi une entreprise un peu en mode, souvent les startups aussi publient leurs annonces sur Welcome to the Jungle. Et c'est vrai que ça leur permet d'avoir un bon vivier déjà de candidats. En plus de ça, LinkedIn, c'est vraiment l'outil phare dont on ne peut pas se passer, tant en tant que recruté qu'en tant que recruteur. Et donc, il faut avoir une com un peu brandée. Et du coup, parfois, vous avez des retours annonces qui ne sont pas très bons. Et donc,
une simple communication sur LinkedIn avec bien sûr un réseau qui vous permet d'avoir de la visibilité, vous permettra d'attirer les candidats. Et donc, en plus de toutes ces annonces, bien sûr, il y a toute la partie réseau. Je pense que voilà, on est tous d'accord sur le fait que le monde du juridique et fiscal est quand même alors, pas si petit que ça, mais en tous les cas, beaucoup de personnes se connaissent. Et donc, n'oubliez pas d'utiliser aussi votre réseau professionnel ou personnel également, parce que parfois, on peut avoir de bonnes surprises et des candidats qui n'auraient peut-être pas postulé à votre annonce vont être intéressés par le poste que vous avez à leur proposer. Nous-mêmes, très honnêtement, on a souvent des candidats qui ne postulent pas à nos annonces, mais parce qu'on les connaît, ils nous disent « Ah bah tiens, je suis à l'écoute du marché aujourd'hui, est-ce que vous auriez quelque chose ?» Et c'est vrai que, a priori, on n'y avait peut-être pas pensé, et il suffit que cette reprise de contact se fasse au bon moment pour qu'on ait finalement quelque chose à leur proposer. Donc, il ne faut vraiment pas délaisser toute cette partie réseau. Alors, même si en ce moment, c'est peut-être un peu plus compliqué de réseauter, mais quoique, avec tous les outils numériques, on y arrive quand même. Mais en tous les cas, ne pas négliger cette partie-là. Et puis, bien sûr, vous avez les chasseurs que nous sommes, du coup, qui vous permettront aussi de vous accompagner sur les recrutements. Alors, après, quand on est en lien avec un chasseur, on n'est pas forcément obligé de lui confier tout de suite le recrutement. On peut aussi l'appeler pour demander des conseils, pour en discuter, peut-être orienter un petit peu plus le profil, les recherches, demander des conseils. Enfin, voilà, vraiment avoir quelques tips comme ça. Et ça permet aussi de peut-être bien mûrir sa réflexion avant de lancer toute cette recherche. Et donc, une fois qu'on a identifié tous les bons profils, et vient la phase de sélection des candidats. Merci Magdalene. C'est vrai que je voulais rebondir sur le réseau et c'est vrai que c'est vraiment important. On en parlait hier avec nos autres collaborateurs et collaboratrices chez Fed Legal, c'est que on est très conscient de ça, nous, en tant que chasseuse de tête, c'est que le réseau de chacun d'entre vous qui nous écoutez et nous regardez aujourd'hui, en fait, nous, c'est notre pire concurrent. Alors, ça nous fait beaucoup sourire, mais ce que c'est aussi, en fait, nous, notre meilleur sourcing. Donc, évidemment, ne négligez pas votre réseau. C'est bien toujours de le rappeler, même si, encore une fois, nous, ça nous empêcherait peut-être de travailler avec nous, quoique pas forcément. Mais c'est aussi notre meilleur sourcing de candidats. Donc, c'est en effet tous les gens qu'on a pu rencontrer dans notre carrière professionnelle, sur LinkedIn, etc. Donc, ça, c'est vraiment important. Mais le passage d'une annonce, si c'est en effet pas un poste confidentiel, ça peut vraiment être une possibilité d'atteindre du coup des candidats qui, en fait, soit que vous ne connaissez pas, parce que ça, on le disait un petit peu dans le descriptif du webinaire, on ne n'est pas recruteur, on le devient. Alors, nous non plus, on n'est pas les recruteuses avec Madeleine, on a appris, mais il se trouve que nous, c'est notre quotidien depuis de nombreuses années, qu'on fait ça toute la journée. Donc, c'est vrai qu'on sait que certains d'entre vous, en fait, recrutez de temps en temps, mais vous ne recrutez pas non plus toutes les semaines des juristes, sinon, c'est que vous avez une super équipe juridique et qui va grandir vraiment beaucoup, hein, donc on vous souhaite. En tout cas, nous, c'est notre quotidien, donc c'est pour ça qu'on le voit d'autant plus. Et donc, c'est bien en tout cas de publier une annonce aussi pour attirer les candidats que vous ne connaissez pas ou aussi des candidats, des personnes que vous connaissez, que vous n'auriez pas forcément pensé à appeler, mais qui se disent « Ah bah tiens, il ou elle recherche, ça pourrait m'intéresser. » Ou « Je connais quelqu'un qui pourrait t'intéresser. » Voilà. Nous, ça nous est déjà arrivé plusieurs reprises. Là, j'ai un exemple en tête de quelqu'un pour un poste qui n'était pas basé à Paris, que je connaissais bien, que je suivais depuis de nombreuses années. Et en fait, voilà, il a vu en fait, ma publication. Il s'est dit bah, « Tiens, Audrey recherche à Nantes, du coup. » Et il se trouve que je ne savais pas du tout qu'il était mobile. On n'en avait jamais parlé. Il l'était. Et c'est lui que j'ai recruté pour mon client. Alors que je le connaissais, mais j'avoue que j'aurais peut-être pas pensé à l'appeler. Donc, grâce à lui et grâce à l'annonce, du coup, j'ai pu passer chez mon client. Donc ça, évidemment, c'est quand tout se passe bien dans le meilleur des mondes, quand c'est facile. Il se trouve que quand vous publiez une annonce, on va revenir sur le sujet du coup dont parlait Magdalene, c'est que vous allez avoir une espèce de vague de beaucoup de CV. Si l'annonce est bien rédigée, parce que si vous n'avez pas beaucoup de CV, c'est que c'est peut-être trop spécialisé, ou peut-être pas bien rédigé, donc attention à ça. Rien ne vous empêche de republier une annonce d'ailleurs et
a droit à l'erreur, hein, du coup. Donc, suite à ce webinaire-là, si vous vous rendez compte que vous avez une annonce qui est en ligne qui n'est pas assez attractive, il est toujours temps de la modifier. Donc, on vous encourage à le faire. Mais en tout cas, si elle est bien rédigée, vous allez avoir beaucoup de CV, espérons-le, que vous allez recevoir. Et attention aussi, peut-être trop de CV, si vous mettez en effet jury dans des affaires, vous risquez d'avoir un petit peu la terre entière. Donc, ton exemple, Aline, c'est vraiment un très bon exemple parce que c'est ce qui nous arrive à tous avec certaines matières. Finalement, dans des affaires, mais là, ton client, ta cliente, du coup, avait besoin de quelqu'un et a besoin de quelqu'un en droit immobilier finalement. Et ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir en fait 2 compétences qui se dégagent. Donc, évitez le droit des affaires, mais plutôt mettez en exergue les 2-3 compétences dans le titre de votre annonce, quitte à expliquer que la personne aura d'autres choses à faire. Mais en fait, il faut impacter dès le départ avec le titre pour attirer les bons candidats et pas tous ceux qui font autre chose. Voilà. Et pas ce que vous voulez. Donc, ceci étant dit, partons dans l'hypothèse où vous avez en effet du coup, en fait, plein de CV, beaucoup de CV. Ça prend du temps, hein, du coup, donc ça, on vous le cache pas. Donc, soit vous avez des RH qui vous aident, et ça, c'est bien. Mais il faut savoir que c'est un partenariat et ça, on vous encourage aussi à le faire vraiment ensemble parce que forcément, vos RH, du coup, savent très bien recruter. Mais a priori, vous n'avez pas en fait de recruteurs dédiés uniquement aux juristes. Et comme on le disait juste avant, ces personnes, en fait, ne recrute pas des juristes toutes les semaines. Donc forcément, voilà, elle n'aura pas ou il n'aura pas tous les réflexes d'un recruteur qui va être dédié au juridique. Et vous-même, vous êtes spécialiste, mais pas recruteur non plus. Donc l'idée, c'est de travailler en complémentarité pour idéalement voir les CV ensemble ou au moins définir ensemble le premier choix de CV. Donc vraiment important. Une fois que vous avez... Majoline, tu veux dire quelque chose? À la question de Pierre, du coup, concernant l'attractivité des annonces. Alors, mes conseils, en tous les cas, ce serait de la personnaliser. Je m'explique. Alors, au-delà du fait qu'elle doit être claire sur, bien sûr, les missions, sur le profil que vous recherchez, n'oubliez pas de parler de vous, mais vous, en tant que recruteur, de l'entreprise, de ce que vous pouvez apporter aux candidats. Je sais que côté startup, il y a cette tendance, en tous les cas, à tutoyer, à vendre un petit peu l'environnement de l'entreprise, les valeurs. Parler des valeurs aussi, c'est très, très important. Mais au-delà de ça, il ne faut pas juste vendre, comme tu le dis souvent, Audrey, le baby-foot et le café gratuit. Mais vraiment, nous, on le sent en entretien, les valeurs de l'entreprise sont de plus en plus importantes pour les candidats et ils les prennent de plus en plus en compte dans leurs recherches. Et je pense que ça peut être bien, au-delà de ça, de parler aussi du process dès le départ, puisque tu le disais, c'est très important. Et en fait, il faut être très transparent. Et je pense que cette transparence est recherchée. Et ne serait-ce que, on peut avoir 7 entretiens lors d'un process. Alors, je ne vous dirais pas que c'est bien, mais c'est possible. Et certains postes le justifient. Mais si on vous le dit dès le départ et qu'on vous dit, voilà, premier entretien avec le DRH, etc., que vous avez cette visibilité-là dès le départ, ça fait toute la différence. Plutôt que de vous annoncer au fil du process, en fait, là, après avoir rencontré 4 personnes, vous en avez une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et en fait, c'est infini. Donc, en tous les cas, mes conseils, c'est personnaliser les annonces, parler de vos valeurs, de vous, de ce qui est important aussi pour vous en tant que recruteur, éventuellement parler de votre équipe et puis parler également du process, sachant que nous, on a aussi eu une formation chez Fed Legal sur la publication des annonces. Et c'est vrai on les personnalise de plus en plus et on parle de nous, en fait, en tant que consultant dans nos annonces pour justement permettre cette transparence aux candidats et leur permettre de nous contacter aussi directement. J'espère que ça répondra à votre question, Pierre, en tout cas. Et quand je rebondis sur l'annonce, justement, tu as bien fait d'y revenir. Majoline, en fait, pensez, mettez-vous, vous, quand vous recrutez, vous recevez un CV. C'est que du texte, pour le coup, peut-être une photo. En fait, il faut déjà que le CV soit impactant, alors vous n'avez même pas encore vu la personne. Et la personne, on fait un webinaire mardi prochain pour côté candidat. Vous êtes aussi conviés si ça vous intéresse. Vous verrez ça, du coup, on va publier ça sur LinkedIn. Mais en tout cas, pensez à ça, voilà. Le CV, il doit être impactant pour vous et ça va vous donner envie en fait de recruter la personne ou au moins de l'appeler déjà. C'est pareil en fait de l'autre côté. Vous, à votre annonce, vous ne pouvez pas
forcément expliquer comme ça de vive voix. Donc, il faut déjà impacter avec l'annonce, avec quelques mots, des mots-clés et clairement, en fait, ce dont vous avez besoin, ce que vous avez envie de trouver aussi pour que les personnes puissent se reconnaître idéalement avec quelques mots-clés. Voilà. Donc, si vous avez mis une annonce hyper impactante, vous avez attiré beaucoup de CV, on y revient au tri des CV. Ça va être un gros travail et c'est pour ça que c'est bien de le faire, en effet, en amont. Mais ça, je vous encourage vraiment à pas en fait écarter tout de suite des certains CV. Alors, évidemment, il y a si vous recrutez un juriste en droit social et que vous recevez des fiscalistes, là, évidemment, mettez-les de côté. Ils sont peut-être très bien, mais ça ne va pas correspondre. Ou si vous cherchez un juriste droit immobilier ou un responsable juridique droit immobilier et qui fait que droit des sociétés, forcément, ça ne va pas convenir. Donc ça, évidemment, vous avez le droit de les écarter et mettre les no-go. Mais gardez-les pour plus tard, petit conseil. Ça, c'est important dans un petit dossier pour plus tard. Ensuite, vous avez a priori les profils, tout en restant un petit peu large aussi, du coup, des profils qui vont être parfois un peu éloignés ou très très bien dans la plaque tout de suite. Donc là, c'est bien en fait de faire un choix de candidat avec les choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir appeler 25 ou 30 profils tout de suite. Ça va vous demander beaucoup trop de temps. Croyez-nous, ça prend beaucoup beaucoup de temps. Donc quand vous avez aussi votre quotidien à gérer, votre équipe à gérer, vos dossiers, vos contrats à négocier, etc., vos opérationnels à conseiller au quotidien et à les accompagner, si en plus vous avez 30, 40, 50 personnes à appeler, ça va vraiment être très compliqué. Donc faites en fait prioriser et dites-vous, voilà, c'est 5, 6, 7 ou 8 profils, s'il y en a que 2, c'est déjà très bien pour le coup, qui sont vraiment dans la plaque, je vais les appeler tout de suite. Ensuite, choix numéro 2, des profils qui vont être un petit peu éloignés, où il manque peut-être quelque chose déjà sur le papier. Voilà, mettez-les en choix numéro 2, et puis après choix numéro 3, etc. Enfin, limitez-vous à 3, sinon ça va être très compliqué. Donc voilà, un petit peu 3 priorisés et les no-go de l'autre côté. Ça, c'est vraiment important. Et une fois que vous avez fait ce choix-là, vous pourrez aussi revenir sur des candidatures, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez droit aussi de changer d'avis, pas totalement, s'il vous plaît, parce que là, ça devient compliqué. Mais en tout cas, si vous faites un petit peu évoluer votre profil, vous pourrez vous dire, ah bah tiens, dans ma catégorie numéro 2, j'avais quelqu'un qui finalement n'avait pas forcément beaucoup d'IMO, mais plus dans les sociétés. Mais comme je me rends compte que finalement, ce sera peut-être 60-40 et pas 40-60 en termes de pourcentage d'activité, bah, peut-être que ce profil-là que vous avez mis de côté, peut-être que vous allez vous dire, ah bah finalement, il va peut-être correspondre. Donc, c'est bien de trier comme ça. Ensuite, pensez aussi qu'il est plus facile d'enlever des compétences plutôt que d'en rajouter. Je pense aux langues, par exemple. Voilà, évitez de vous dire qu'il vous faut le chinois et du coup, et portugais en plus au bout de 3 mois, sinon ça va être compliqué dans la recherche de votre candidat. Mais partons du principe que vous avez réussi en effet à faire cette catégorisation de tous ces profils-là avec vos no-go de l'autre côté. Gros conseil, très important, préqualifier téléphoniquement ces premiers profils. Parce que rencontrer tout le monde, ça prend quand même beaucoup de temps, alors qu'une préqualification téléphonique, ça vous permet déjà d'avoir un premier contact, d'avoir un premier avis sur la personne au-delà du CV. Ça peut être fait par les RH si vous les briefez vraiment très très bien, mais c'est à vous de décider en fait si la personne, les RH vont vraiment du coup axer que sur la partie valeur, que sur la partie technique, il faudra les briefer absolument, ou c'est vous qui vous en occupez. Mais en tout cas, cette préqualification qui doit prendre 10-15 minutes, une demi-heure si vous avez un peu plus de temps, vous devez en amont en fait avoir préparé des questions. Qu'est-ce que je vais poser au candidat comme question lors de cette préqualification ? Ce n'est pas un entretien, c'est un pré-entretien. Ça vous permet de faire encore une fois une sélection. Donc, quelles sont les questions clés ? Vous pouvez très bien poser la question si vous avez un doute sur une compétence. Si vous voulez, par exemple, là, je pense à un mandat que j'ai eu où il faut quelqu'un, du coup, en droit économique avec beaucoup, beaucoup de contrats et finalement, le poste évolue vers beaucoup, beaucoup de contrats. Il y a des profils de la concurrence. Lors de ma pré-qualification, j'ai demandé, ce n'est pas forcément clair sur le CV, est-ce que vous faites du contrat ? Est-ce que vraiment vous rédigez ? Est-ce que vous négociez des contrats ? Ou est-ce que vous êtes plutôt sur la partie technique en droit de la concurrence ? Ça, c'est un exemple vraiment très concret. Pareil en droit des sociétés. Est-ce que vous avez un portefeuille de sociétés à gérer ? Est-ce que vous êtes plutôt sur les deals ? Est-ce que vous gérez les due deals ? Est-ce que vous gérez les acquisitions ? Est-ce que vous rédigez ? Est-ce que c'est en anglais ? Est-ce que vous êtes en contact en anglais ? Est-ce que c'est juste la négociation, pardonnez-moi ? Ou est-ce que c'est du reporting à les maisons mères d'une société française que vous gérez ? Tout ça, c'est des questions déjà qui peuvent être hyper importantes et que vous pouvez, lors d'une préqualification, évoquer.
Chose qui peut paraître un petit peu bête, mais disponibilité, si c'est un poste urgent, pensez à ça. Disponibilité, est-ce que la personne est dispo dans un mois, dans 2 semaines? C'est pas tout à fait la même chose. Pareil, si vous recrutez un avocat, vous n'êtes pas sans savoir que c'est pas forcément 3 mois de préavis. Après 3 ans dans le cabinet, il y a 1 mois de plus, donc ça fait 4 mois de préavis. Si l'avocat est là depuis 6 ans, ça fait 6 mois de préavis. Ça, c'est à avoir en tête. C'est pas pour autant qu'il faut l'écarter, bien au contraire, parce que la plupart du temps, ils arrivent à négocier le préavis un peu moins. Mais c'est bien de poser la question après qualification. Pareil pour la langue, ça on en parlait. La langue importante pour vous, l'anglais, est-ce que vraiment la personne travaille à 90% d'anglais? Si c'est important pour vous, voilà, c'est bien de poser la question. Chose aussi importante, évidemment, on va vous en parler ensuite, voilà, c'est le savoir-être. Et le savoir-être, même au téléphone, ça passe. On entend si la personne sourit. Voilà, donc évidemment, il ne s'agit pas de dire n'importe quoi en souriant, mais si on dit des choses intéressantes en souriant, c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc, il faut avoir, en effet, déjà avoir un bon feeling. C'est-à-dire que si vous avez un candidat où vous vous dites, tiens, sur la partie compétence, je ne suis vraiment pas sûre après les 2-3 questions que j'ai posées, mais elle a l'air vraiment très, très chouette, je fais passer l'étape entretien, vraiment important. Moi, ça m'est arrivé sur un poste, du coup, assez récemment, où en fait, il y avait une grosse partie des compétences, mais il manquait quand même quelque chose de vraiment important pour ma cliente. Mais j'ai eu un tel feeling avec la candidate lors de la préqualification que je me suis dit, et d'ailleurs je lui ai dit, écoutez, il vous manque cette partie-là qui est vraiment primordiale pour ma cliente, mais je vous propose qu'on se voit en entretien, un entretien Zoom du coup, virtuel, pour vraiment approfondir. Et du coup, je suis très contente parce que je suis allée au-delà et j'ai pu présenter cette candidate à ma cliente parce qu'elle a eu une manière d'approcher, d'amener les choses, excusez-moi, qui du coup m'ont convaincue déjà lors du premier échange. Donc ça, c'est vraiment intéressant à avoir en tête. Donc si candidat qui ne correspond pas tout à fait, mais bon, fini au téléphone lors de la préqualification, rencontrer la personne en entretien. Si la personne, au contraire, vous avez du coup un profil vraiment parfait sur le papier, mais qui finalement, vous n'avez pas un super feeling, rencontrez quand même la personne. Ce serait dommage de l'écarter parce que sur le CV, voilà, il y a plein de choses qui vous semblent intéressantes. Si en plus de ça, par contre, vous avez un candidat, vous n'avez pas le feeling et sur le CV et les compétences ne vont pas, voilà, pas la peine d'aller plus loin. Important, voilà. Et donc, vous avez fait donc une pré-qualification, vous avez trié déjà ces CV, vous vous dites, tiens, ces quelques profils-là, pardon, correspondent pas mal, je vais les rencontrer, et c'est là que Mageline vous explique en entretien comment ça se passe. Exactement. L'entretien, c'est un peu la phase qu'on redoute tous, alors qu'on a tous redouté en tant que candidat. Et je pense qu'il faut aussi, en tant que client, bien se préparer à cet entretien. Ne pas se dire, ah bah c'est bon, c'est au candidat de se vendre, donc moi j'arrive en mode touriste et puis on verra bien. Pas du tout. Surtout que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, on est vraiment sur un marché de candidats aujourd'hui encore. Et donc, il faut savoir vendre. Alors, je ne suis pas hyper fan de ce mot, mais en tous les cas, c'est ce qu'on fait. Vendre son entreprise, vendre son poste, tout en étant totalement transparent et sans justement vendre du rêve, pour le coup. Mais donc, ça demande aussi de le préparer en amont. De bien étudier le CV du candidat qu'on reçoit, de préparer ses questions en amont, de savoir ce qui est important pour vous. Et puis surtout, quand vous avez des doutes, ne pas préjuger et se dire oui, là, il y a un trou, peut-être qu'il a fait ça, etc. Posez vos questions, en fait. Je pense qu'il faut être totalement clair et transparent dès le départ. Et puis se dire que l'entretien est un échange entre deux professionnels. Donc vraiment le voir aussi de manière... ne pas se mettre en position, comment dire, d'inquisiteur non plus. L'entretien, ce n'est pas un interrogatoire. Ça doit rester vraiment un échange entre vous et le candidat. Et puis surtout, quand vous posez vos questions, il ne faut pas qu'elles soient trop orientées. Laissez vraiment les personnes répondre ce qu'elles ont envie de répondre. Et puis après, en fonction, bien sûr, vous avisez, soit ça correspond, soit ça ne correspond pas, mais au moins vous le savez et c'est très clair dès le départ. Mais le but, c'est aussi savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde, si vous partagez les mêmes valeurs et in fine, si vous êtes fait pour travailler ensemble.
Et je pense que l'entretien, justement, est important pour déceler tout ça. Alors après, 1 heure ne suffit pas à se faire une idée d'une personne, mais je pense qu'en 1 heure, déjà, on ressent beaucoup de choses. Alors, c'est sûr qu'en ce moment, bon, c'est compliqué de faire des entretiens en face à face, quoique certains en font. Voilà, il suffit juste de respecter les distanciations, de prendre ses précautions. Mais je pense qu'effectivement, c'est important de bien le préparer en amont. C'est important de bien le préparer en amont et c'est important aussi d'indiquer en amont au candidat dans quelles conditions il va se dérouler. Est-ce qu'il vous rencontre, vous, en tant que directeur juridique ou responsable juridique? Est-ce qu'il y a aussi la RH qui sera, qui sera présente lors de cet entretien? Et ça, c'est des informations qu'il est important de donner au candidat pour qu'il puisse se préparer. Puisque lui va se préparer à cet entretien, il va se renseigner sur vous, sur votre parcours. Et puis, la préparation, l'air de rien, n'est pas la même quand on se dit, bah, tiens, je vais échanger avec la personne qui sera mon N+1, un opérationnel, ou alors il y aura également une RH. Et donc, forcément, on prépare aussi son entretien sur d'autres aspects, peut-être un peu plus soft skills, etc. Et surtout, alors c'est toujours bien d'impliquer CRH dans le recrutement. Vous pouvez le faire soit tous les deux ensemble, soit l'un après l'autre. Enfin, ça, c'est à vous de décider de cela. Mais il faut éviter, et ça souvent on le voit côté cabinet, plus que côté entreprise pour le coup, il faut éviter d'être trop nombreux lors de l'entretien. On passe pas un grand oral, du coup, voilà, le but c'est pas d'intégrer une grande école de commerce, mais c'est juste d'avoir cet échange. Et c'est vrai que plus on est nombreux, plus le candidat pourra aussi avoir l'impression d'être un peu cuisiné. Et c'est vrai que ça coupe un peu cette égalité ça coupe cette égalité dans l'échange. Donc ça, c'est important en tous les cas, d'être très clair dès le départ sur quelles seront les conditions de l'entretien. Et puis surtout, c'est important aussi en termes d'expérience candidat. Parce que, alors oui, le candidat est là aussi pour se vendre, mais vous aussi, vous êtes là pour vendre votre entreprise. Et c'est vrai que souvent, on peut avoir aussi, nous, des retours de nos candidats parfois un peu mitigés, alors même qu'ils étaient très motivés au départ par le poste, par l'entreprise. Et puis, il suffit qu'il y ait un truc qui ne se soit pas bien passé. Alors, soit le feeling n'est pas passé, auquel cas, bon, ça, on n'y peut rien. Mais parfois, vous avez aussi des clients qui se disent, tiens, je vais me mettre en posture de bad cop, du coup, pour avoir un peu les réponses à mes questions. Et en fait, même si le candidat était très bien en entretien, après, ça ne lui donne pas forcément envie de travailler avec vous. Donc, il faut vraiment garder ça en tête. Le but, c'est certes d'avoir vos réponses à vos questions, mais quand même de donner une image aussi positive de votre entreprise. Donc, l'expérience candidat est hyper importante là-dessus. Et donc, Audrey, conseil de chasseuse. Oui, Sophie, les petits conseils, c'est vrai que sur l'entretien, vous avez vu, on aime bien rebondir sur ce que dit l'autre du coup parce que c'est complémentaire. D'ailleurs, posez toujours vos questions, hein, on sera ravis d'y répondre par la suite. C'est vrai que sur l'entretien, c'est vraiment important parce qu'on a pu vivre, nous, côté chasseuse de tête, des process qui sont arrêtés à cause de ça, en fait, parce qu'il y avait des entretiens qui ne s'étaient pas bien passés. Je pense à un mandat que j'ai eu il n'y a pas très longtemps où malheureusement, le candidat, vraiment super candidat, a passé toutes les étapes, était super motivé, sauf qu'à un moment donné, les process ont été hyper longs. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de nouvelles pendant une semaine parce qu'il y a eu un petit couac en interne de communication. C'est plus qui très bien devait revenir vers le candidat ou vers moi pour organiser l'entretien, donc un peu compliqué. Et à la toute fin, en fait, alors c'est monté vraiment très très haut dans la hiérarchie, le dernier entretien, il y a une question très très déplacée qui a été posée. Du coup, c'est quelque chose de très personnel du candidat. Il avait le droit de ne pas y répondre. D'ailleurs, il a été très honnête, il a répondu. La réponse n'a pas convenu en fait aux dirigeants. Et finalement, le candidat, c'est lui qui a en fait retiré sa candidature parce que ça l'a vraiment déçu parce qu'il était très motivé et par le projet et par l'entreprise. Et pour tout vous dire, c'était pas vraiment le type de structure qui
privilégié au départ, mais j'avais, pour tout vous dire, bien travaillé là-dessus. On avait beaucoup échangé. J'avais réussi à le convaincre, parce que je pense, et je suis encore convaincue, qu'il correspondait très bien à l'entreprise et au projet. Mais finalement, voilà, durant cet entretien, ça a tourné vraiment à quelque chose de vraiment très désagréable pour le coup. Donc, attention à ça, pour le coup. Et on a parfois des mauvaises expériences chez nos clients. Rassurez-vous, on les brief bien aussi et on vous brief bien quand on travaille pour vous. L'idée, c'est pas en effet de décrire le monde des bisounours et tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir non plus, hein, pour le coup. Donc, à un moment donné, il faut être honnête, c'est vrai. S'il y a des désagréments dans l'équipe parce qu'il y a une mésentente et que vous voulez quelqu'un qui vienne un peu jouer les médiateurs, c'est important sur la partie soft skills. Ou par exemple, vous avez quelqu'un qui est parti, ça s'est mal passé, ça peut arriver. Soyez honnête, mais c'est pas non plus d'être... c'est pas non plus le besoin de, pardon, je ne trouve pas mes mots, justement d'écrire vraiment pendant 3/4 d'heure pourquoi ça s'est mal passé. Vous avez hyper mal vécu ça en tant que manager, que c'était un enfer, vous êtes très bon sur la personne. Voilà. On a déjà eu ça. C'est bien d'être honnête, c'est bien d'impliquer et de projeter la personne. Donc, il faut trouver vraiment le juste milieu entre c'est un monde merveilleux là où je travaille et puis c'est un monde horrible là où je travaille. Il y a vraiment du coup un compromis à trouver entre honnêteté justement et donner envie. Donc, vraiment important. Et donner envie, c'est important, vraiment. Et ça, je redis encore ce que tu as dit, Majuline, à plusieurs reprises. Mais ce n'est pas seulement aux candidats que vous allez voir en entretien de se vendre et vous dire « je suis génial, je vais venir vous voir, vous allez voir, ça va être top ce que je vais apporter pour votre équipe et votre entreprise ». Mais plutôt aussi, qu'est-ce que vous avez apporté du coup à cette personne-là. Donc, la personne, elle ait vraiment envie en fait, de se projeter et de faire un bout de chemin avec vous, pour le coup, pour travailler sur un projet commun. Donc, pensez pied d'égalité pour le coup, et pas je vais le tester, je vais trouver la faille. C'est pas très sympa. Voilà. Donc plutôt commencer dans une bonne base et sûr et en pleine égalité, ça peut être vraiment important. Question de William. Bonjour William, qui me dit, je lis, bonjour et merci, donc de rien William. Est-ce une bonne idée de préparer un exercice en amont afin d'évaluer les capacités des candidats durant l'entretien, type cas pratique? Et si oui, quel type d'exercice choisir par exemple en droit des contrats? Car je trouve difficile de choisir quelque chose de pertinent. Je me permets de répondre, je te laisse compléter Majuline après, je sens que tu as des choses à dire aussi. Avant de parler du test cas pratique, c'est une très bonne question qui me permet de m'embrayer aussi sur le test de personnalité. Est-ce qu'on peut passer un test de personnalité? Oui, non, ça c'est à vous de voir les process. Par contre, attention, quand vous choisissez un candidat, vous ne devez absolument pas choisir uniquement sur le test de personnalité. Ça reste un test. Ça peut être une indication, ça peut être une manière de se dire, voilà, si je recrute cette personne-là, si j'ai quelques doutes, comment est-ce que je vais l'accompagner durant son intégration? Nous, on fait passer des tests aux candidats à la demande de nos clients, parce qu'on a un prestataire externe pour le coup avec qui on travaille. Je ne sais pas si je peux les citer, je vais les citer, SS First du coup, pour le coup, et qui, voilà, à la demande de nos clients, on fait passer, et eux, ils sont hyper compétents sur le sujet, et c'est très bien. Et ce que je dis à mes clients quand ils demandent de faire passer ces tests-là, ou éventuellement 2 ou 3 candidats en finale, c'est de dire, attention, c'est pas parce que le candidat a un test mauvais, entre guillemets, qu'il faut absolument écarter le candidat. Ça doit juste être quelque chose qui vient éclairer un certain aspect de la personnalité du candidat. C'est juste un plus et un accompagnement. Ça, c'est vraiment important. Je sens que Majuline, tu veux dire quelque chose sur le test de personnalité? Justement, sur le test de personnalité, ce qui est bien aussi, c'est de le passer soi-même en amont. Comme ça vous permet de juger du fait de savoir si c'est percutant ou pas, tout simplement, en le testant sur vous-même. Pardon, je te laisse. Non, je t'en prie. Merci Majuline, tu as tout à fait raison. Parce que nous-mêmes, quand on fait passer des consultants qui nous rejoignent, on l'a nous-mêmes passé. Donc, on sait comment ça se passe. En tout cas, voilà, pas exclusivement le test, mais c'est juste quelque chose qui vient en lumière, comment accompagner la personne. Et donc, pour répondre plus précisément à votre question, William, le test cas pratique. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée pour le coup. Mais attention, ça n'a pas tourné non plus au partiel de la fac de droit, parce que nous aussi, on a vécu et cette période est révolue, donc, et c'est bien. Voilà, c'est pas un partiel de droit, ça doit être pratique. Donc, ça peut être soit à l'oral, ça veut dire que vous avez préparé quelques questions et vous lui posez à ce candidat-là. Évidemment, mais ça, je pense que vous l'avez en tête, mais l'idée n'est pas forcément d'avoir la bonne réponse, parce qu'encore une fois, le juriste que vous avez en face de vous, ou la juriste n'a pas forcément la bonne réponse à tout, mais plutôt, c'est de comprendre comment la personne raisonne à chaud en se disant, voilà, il se passe ça, comment vous réagissez? Et la personne, vous allez voir comment elle réagit déjà sous pression,
C'est une question urgente qui se passe. Question un peu classique, c'est la gestion de crise. Il se passe ça dans l'entreprise, qu'est-ce que vous faites? Donc, voir un petit peu les réflexes qu'il y a. Et puis, la personne va vous dire, voilà, je vais aller chercher telle information, je vais me tourner vers un tel, etc. C'est plutôt voir comment la personne peut réagir. Ça peut être des questions comme ça. Ou ça peut être aussi du vécu, aussi, évidemment, dans votre entreprise. On a eu tel type de contrat. Qu'est-ce que vous auriez fait à votre place? À notre place, voilà. Voilà, ça peut être aussi par écrit. Donc, pas pendant 3 quarts d'heure non plus. Ça peut être un cas pratique où c'est une manière aussi pour vous de tester la personne aussi sur sa manière de rédiger. Comme on le sait, évidemment, quand on est juriste, on est censé bien rédiger. Dans la syntaxe, évidemment, dans l'orthographe, c'est mieux. Donc, tout ça en français et ou en anglais. Donc, ça peut être intéressant. Et ce que font certains de nos clients, c'est qu'ils anonymisent, donc ça blindé, du coup, des contrats, en fait, où ils enlèvent évidemment toutes les données sensibles et ils demandent en fait aux candidats de commenter tout simplement un contrat ou une clause en particulier. Ça peut être assez intéressant d'avoir un cas concret. Qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise? Prenez un exemple qui s'est déjà passé ou que vous avez en cours, ça peut être bien aussi, pour pouvoir justement rebondir là-dessus et échanger. Voilà. Et effectivement, parfois, ça vous permet aussi vous-même de vous faire avancer dans votre propre réflexion, notamment quand c'est un cas qui est en cours. En revanche, c'est très complet et moi, je rajouterais juste une chose, c'est qu'il faut, en fait, il faut prévenir les candidats en amont. Encore une fois, il ne faut pas que le cas pratique arrive en fin de process. Moi, j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, en plus sur un poste de responsable juridique. Donc, c'est encore moins bien vu finalement, parce qu'on s'est dit non mais en fait on a fait tout le process, on m'a dit que c'était le dernier entretien et en réalité hop, petite surprise, en fait il y a un cas pratique qui arrive. Alors que, encore une fois, si on est très clair dès le départ sur, voilà, le process va se dérouler de telle manière et il y aura un cas pratique et voilà quel sera le cas pratique, ça passe beaucoup mieux auprès des candidats. Donc oui, on peut se rassurer en faisant un cas pratique et je pense que c'est toujours bien. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les prises de référence, etc. Et ça t'en parlera du coup Audrey tout à l'heure. Et tout à l'heure, c'est maintenant. Merci Joline, du coup. Il nous reste un petit quart d'heure pour ce webinaire du coup qui avance assez rapidement. Donc déjà, j'espère que ça vous plaît. Il nous reste du coup un quart d'heure pour évoquer cette 5e partie qui est conseil de chasseuse de tête, où en fait on va vous donner quelques petites questions, quelques petites réponses, quelques conseils qu'on aime bien donner. Mais en attendant aussi, si vous voulez poser des questions sur ce qu'on a dit ou ce qu'on n'a pas dit, n'hésitez pas. On est ravis d'y répondre pendant ce petit quart d'heure qui nous reste ensemble. Alors, dans conseil de chasseuse, de quoi moi, je voulais vous parler on va commencer par les prises de référence, Majoline, parce que ça, en effet, c'est vraiment important. Ça peut être une manière, évidemment, d'être rassuré. Parce qu'en effet, vous avez un bon candidat en face de vous, en entretien. Il a été vu éventuellement par un chasseur en amont, par les RH, par plusieurs personnes en interne. Et vous vous dites, ça me rassurait d'avoir en effet un ancien manager. Et c'est tout à fait normal et les candidats le comprennent. Et les candidats le comprennent parce que vous leur avez demandé. Ça, c'est vraiment important parce que vous n'avez pas droit de prendre des références sans l'accord du candidat. Même si vous connaissez son manager actuel, même si vous connaissez son ancien manager, vous n'avez pas droit. Même si vous étiez à la fac avec du coup votre ancien manager, leur ancien manager, pardon, ou si c'est un ami. Alors là, interdit. Donc en fait, je rappelle, du coup, j'ai l'article. Comme vous êtes tous juristes a priori, c'est les articles L 1221-8 et 1221-9 du Code du travail qui dit tout employeur souhaitant s'enquérir des références d'un candidat doit préalablement lui demander l'autorisation. Vraiment important. Ils doivent vous faire vraiment du coup un écrit par mail ou vous apporter quelque chose. C'est vraiment, vraiment important. Il doit être au courant et nous, on demande à ces candidats justement de donner des références, d'y réfléchir. Pas besoin de prendre non plus 6 références. Important, mais c'est bien d'en prendre 1, 2 ou 3 pour avoir éventuellement un opérationnel. Ça peut être intéressant, savoir comment l'opérationnel a pu travailler, un commercial par exemple, avec le juriste en question, un ancien manager. Ça peut être vraiment bien. Et si c'est un poste de responsable, c'est aussi intéressant quand la personne vous donne un ancien N-1. C'est vraiment assez chouette. Moi, je trouve ça vraiment très, très pertinent. Et donc, vous prenez les références
et vous appelez les personnes, vous les contactez, mais parce qu'il y a eu autorisation du candidat en question. Si le candidat vous dit non, parce que nous, ça nous arrive, non, je n'ai pas de référent dans cette structure-là, personnellement, moi, je préfère que la personne me dise non, je ne vous donnerai pas de référent dans cette structure-là, parce que pendant 3 ans, ça s'est très bien passé. À la fin, j'ai eu un nouveau manager, et puis finalement, ça ne s'est pas très bien passé à la fin. Ça peut arriver, on est dans l'humain, donc voilà, encore une fois, il y a la partie soft skills qui est vraiment hyper importante et à laquelle il faut faire attention. Ça marche aussi pour les prises de référence. Si vous prenez une référence qui est mauvaise, ça peut arriver que des candidats nous donnent des références et qu'elles soient mauvaises. C'est très bizarre, mais ça arrive. Ne vous contentez pas d'une seule référence, prenez-en une deuxième, voire une troisième. Voilà, pour vraiment confronter ces références-là. Ça peut être les RH qui, du coup, prennent les références ou vous pouvez le faire vous-même si vous avez en effet des questions plus techniques à poser et qui sont importantes pour vous. Donc ça, vraiment important. Sur l'entretien aussi, petit conseil que je vois de plus en plus chez mes clients, c'est que là, j'ai un process où les opérationnels vont rencontrer les candidats. Parce qu'au final, en interne, qui sont les clients du juriste? Ce sont les opérationnels. Et donc, c'est bien en fait de savoir en amont si en effet ça va passer, s'ils peuvent parler le même langage, si en effet il va y avoir un bon matching et que cette personne-là dans votre équipe, qu'elle s'entende bien avec votre équipe, c'est hyper important évidemment, qu'elle s'entende bien avec vous, hyper important aussi. Mais il faut aussi qu'elle s'entende bien avec les opérationnels pour que on puisse avancer évidemment sur les mêmes projets et de manière efficace. Voilà sur la partie opérationnelle. Ça me fait penser au process aussi. Attention au process trop long. Ça, on vous l'a dit beaucoup de fois avec Mageline durant ce webinaire déjà. Mais attention, s'il n'y a pas de retour, c'est très embêtant. C'est l'image, encore une fois, que vous donnez qui est importante. Ça peut être des retours du coup au candidat durant le process, ou par exemple vous mettez 2 semaines à revenir vers un candidat, c'est trop long en fait, donc il faut le tenir au courant. Même s'il y a des difficultés, là j'ai eu un mandat en fin d'année où en fait la personne, la cliente, avait du coup du mal à avoir des retours parce qu'il y avait un changement de gouvernance en interne. Du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a tenu au courant en disant prenez les candidats Audrey, on a un changement de gouvernance en interne, ça va prendre un petit peu de temps, je suis toujours hyper intéressée, c'est juste que j'ai besoin de savoir ce qui se passe en interne avant de prendre ma décision. Et les candidats l'entendent en fait, et même apprécient cette transparence-là. Donc soyez en effet transparents et tenez les candidats au courant. Et puis tenez aussi les chasseurs au courant quand vous êtes accompagnés, parce que nous, après, on peut aussi faire basculer l'information. Qui dit retour durant le process dit aussi retour en fin de process, parce qu'évidemment, vous n'allez pas recruter les peut-être 6 candidats que vous avez vus en entretien, ou alors super chouette, et dans ce cas-là, je vous demande pour vous, mais a priori, ce n'est pas trop le cas. Donc, faites un retour négatif aux candidats, ou faites faire un retour négatif. Il faut que tous les candidats, alors peut-être pas ceux qui vont postuler, qui auront a priori reçu un mail automatique, en tout cas ceux avec qui vous avez été en contact au téléphone, contact du coup en entretien, vraiment tenez-les au courant et faites un retour argumenté. Non, vous ne correspondez pas, ça ne marche pas. Du coup, il faut savoir pourquoi. Le candidat a besoin de savoir, est-ce que finalement vous avez opté pour un profil plus expérimenté? Est-ce que finalement le profil qui a été choisi parlait mieux anglais que lui? Est-ce que finalement vous avez opté sur un profil avec plus d'opérationnel sur le M&A? Voilà, il a besoin de savoir ça, le candidat. On ne pouvait pas choisir tout le monde. Parfois, ça se joue à pas grand-chose. Parfois, c'est une question de soft skills. Et soyez transparents. Pareil, là, j'ai un process récemment où en fait il y avait 2 candidats top, même 3 d'ailleurs, candidats 3 géniaux, d'après ma cliente du coup, mais que je trouvais géniaux aussi. Et en fait, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est la partie soft skills en fait. Les candidats étaient super en termes de compétences, surtout à un niveau d'expérience. A priori, les compétences sont là, la technique est là. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est comment la personne va s'intégrer dans l'équipe, comment elle va évoluer aussi dans l'équipe et dans l'entreprise. Ça peut faire vraiment la différence. Soyez transparents, dites-le au candidat. Je vous ai parlé de ça beaucoup. Vas-y, Mageline, vas-y. Non, mais c'est important ce que tu dis sur justement d'être transparent avec les candidats, puisque j'ai échangé il y a peu de temps avec un client avec lequel on n'était pas forcément d'accord, puisque justement il me disait mais on n'est pas obligé de faire un retour justifié au candidat. Et en fait, si. Alors oui, vous n'avez pas d'obligation contractuelle ni d'obligation légale. En revanche, vous avez une obligation morale de le faire. Alors, d'une part, c'est en termes d'image de votre société, encore une fois, mais surtout, mettez-vous à la place des candidats. Vous-même avez été en process de recrutement et c'est vrai que c'est frustrant côté candidat quand on vous dit, en fait, vous n'êtes pas retenu pour le poste.
mais on ne vous dit pas pour quelle raison. Donc ça, c'est très, très important. Et comme tu le disais, Audrey, on ne vous demande pas de faire un retour à tous les candidats qui ont postulé, mais vraiment au moins à ceux que vous avez rencontrés, en tous les cas. Dernier point, pour le coup, j'avais une grosse question qui vient d'arriver, donc on va se déplier en même temps. Juste un petit message du coup important aussi, c'est sur les recrutements, restez ouverts. C'est-à-dire qu'en effet, on vous a bien dit que la job description, pardon, c'est dur à dire, était hyper importante. Vous avez le droit de vous en éloigner un petit peu. Et si vous avez un top profil où vous dites j'ai vraiment envie de travailler avec cette personne-là parce qu'elle va pouvoir m'apporter un regard nouveau, elle a un autre secteur d'activité, c'est hyper important. Et garder en effet une souplesse par rapport à ça. Voilà, faut être agile pour le coup aussi par rapport au choix. Du coup, laissez-vous cette possibilité-là. En termes de rémunération, point important aussi, on voit trop de choses pour le coup où en fait on a pour 5 000 euros, alors oui c'est beaucoup 5 000 euros, mais quand vous avez un super candidat qui sur le marché et qui vous a dit en début de process je voudrais 5 000 euros de plus et que vous faites une proposition complètement en décote avec 5 000 euros de moins, c'est un très mauvais message à passer. Donc pensez déjà au candidat qui vous a dit ses prétentions au début et du coup c'était clair, si vous proposez beaucoup moins ou même 5 000 euros de moins, c'est vraiment très négatif. Il arrive frustré et c'est un mauvais message à faire passer, un mauvais signal en fait. Et en plus de ça, pensez qu'un mauvais recrutement d'un cadre en moyenne, c'est environ 50 000 euros. Donc entre avoir un mauvais recrutement de quelqu'un qui est peut-être un petit peu moins bien, qui coûte en effet moins cher et qui peut-être partira au bout de 6 mois et vous coûtera in fine 50 000 euros plus, ou un candidat qui vaut entre guillemets 5 à 10 000 euros de plus sur le marché, mais qui, vous savez, sera top du top dans l'équipe et vous apportera plein de choses exceptionnelles avec un gros potentiel, le choix est vite fait a priori. Alors évidemment, ce n'est pas seulement vous qui décidez, on le sait très bien, mais voilà, vous êtes a priori responsable, directeur juridique ou fiscaux, faites-vous entendre en interne. Quand on parle chiffre pour le coup, il vaut peut-être mieux débourser 5 ou 10 000 euros de plus parfois pour un top candidat que risquer d'en perdre 50. Madeline, tu voulais dire quelque chose là-dessus? Non, je lisais les questions de Pierre, du coup. Vas-y, Madeline. Alors, pour répondre à la première question, donc l'étude de rémunération Fed Légal, oui, elle est en cours. Pour tout vous dire, on a un point du coup jeudi, donc on en saura plus par la suite. Mais c'est vrai que le Covid finalement a peu impacté la rémunération, en tous les cas des premiers résultats qu'on a pu avoir, et notamment des profils un peu moins capés, puisque je sais que souvent mes clients sont surpris des prétentions des juristes qui ont entre 2 et 3 ans d'expérience. Et c'est vrai que ce sont finalement les juristes qu'on recrute aussi le plus, alors entre 2 et 5 ans, honnêtement. Ce sont ceux qui sont le plus chassés. Et le Covid a fait que le marché était un peu plus calme à un moment donné. Et malgré ça, quand je contactais les candidats pour les postes que j'avais, en fait, leur retour, c'était pas oui, je vais me précipiter sur votre poste, même quand ils ne sont pas en poste eux-mêmes, mais plutôt je vais attendre que le marché se relance pour justement avoir les meilleures options. Donc oui, on est encore sur un marché de candidats malgré le contexte, d'autant plus que les choses se relancent bien. Donc forcément, ça se voit sur les rémunérations, puisque les personnes, enfin les juristes ont été augmentés, alors de manière plus ou moins importante en fonction des entreprises, mais aussi des secteurs d'activité d'entreprises. Donc finalement, les rémunérations n'ont pas été tant impactées que ça, honnêtement. Et donc c'est ce qui peut expliquer, alors moi je n'irais pas jusqu'à dire asymétrie, entre les attentes des candidats et les profils, mais ça dépend énormément en fait. Les juristes jeunes diplômés ou les juristes qui ont entre 2 et 3 ans d'expérience ont forcément des attentes, enfin forcément, pas forcément, mais ont des attentes beaucoup plus fortes que certains profils plus capés, mais parce qu'ils ont conscience, contrairement à certains profils plus expérimentés, de leur valeur sur le marché, parce qu'ils sont extrêmement contactés, chassés, et donc, bien sûr, ils nous interrogent à chaque fois, ils nous challengent, même nous, en entretien, sur les rémunérations auxquelles ils peuvent attendre ou prétendre. Et c'est vrai que c'est notre travail aussi en entretien de remettre un peu les choses dans le cadre, parfois.
Quand vous avez un jeune diplômé qui vous dit je veux 45K, bon, bah, on remet un peu les choses en place. En revanche, quand on sait que certains profils peuvent les avoir, qu'ils ne les ont pas forcément aujourd'hui dans leur entreprise, ou alors qu'ils sont des process où on leur propose peut-être un petit peu moins, effectivement, notre rôle, c'est aussi de les conseiller et du coup de leur dire à quel niveau ils peuvent prétendre. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir, côté recruteur, parfois, voilà, avoir une certaine asymétrie. Alors, parfois, ce n'est pas justifié, pardon. Et puis, d'autres fois, ça l'est par le marché. Je ne sais pas si c'est clair, Pierre, me dirait. Mais je pense que Audrey, tu compléteras. Et pour le coup, non, vous parlez, Pierre, du coup de déception du coup, des candidats à ce moment-là. C'est vrai que c'est pour ça qu'il faut toujours en fait avoir ces 3 paramètres-là, c'est-à-dire voilà, à la fois les prétentions des candidats, ce que vous avez à offrir quand vous êtes recruteur et ce qui se passe sur le marché. C'est vraiment une adéquation entre ces 3 paramètres-là qui est hyper importante. Et nous, c'est ce qu'on tend vraiment à faire. Quand un client en fait paye pas assez pour un profil, on lui dit. Ou sinon, si c'est budgété comme ça et qu'en effet, vous ne pourrez pas aller au-delà, il y a des chances qu'on vous présente des profils moins expérimentés. Donc ça, c'est vraiment bien aussi d'avoir ça en tête. Les candidats qui, en effet, ont des prétentions totalement saugrenues, on leur dit aussi. Si ils ont aussi des prétentions qui sont très, très basses par rapport au marché, on est là aussi pour leur dire. Vous, en général, vous ne leur dites pas, mais nous, on leur dit quand c'est plus transparent. Et puis, voilà, l'avantage, c'est que nous, on a cette vision très large. Et en effet, Imageline a lancé une étude. Du coup, vous en saurez bien plus très, très vite, du coup. Donc, suivez notre blog Faites Légal. Je vous ai partagé d'ailleurs une page avec plein d'articles que nous, on publie pour quelques tips sur notre blog Faites Légal. Donc, n'hésitez pas à consulter et vous aurez dans quelques temps, très, très bientôt, du coup, les résultats de l'étude de Magdeleine, du coup. Notamment voilà, sur tous ces aspects rémunération qui, j'espère, vous aideront dans vos choix. Voilà. Mais encore une fois, et là, je vois qu'il est 12h01 et on va devoir vous quitter parce qu'on est censé finir à midi, donc il faut respecter l'horaire. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement. Vous avez sur nos profils LinkedIn nos mails, donc n'hésitez pas à nous contacter directement si vous avez des questions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que un recrutement, ça prend du temps. Ça peut être court, mais ça prend quand même du temps. Donc, voilà, vendez votre entreprise, pas de process trop long, soyez ouverts aux candidats et surtout, posez-vous les bonnes questions. De quoi j'ai besoin aujourd'hui? De quoi est-ce que j'aurai besoin demain? Comment va évoluer la personne? Est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne? Julie, je te laisse. Non, mais je dire mieux. En tout cas, on a été ravis de partager cette heure avec vous. On n'a pas vu le temps passer. On espère vraiment que ça vous a apporté quelques éléments de réponse. Et puis, pour aller plus loin, n'hésitez pas à nous contacter, Magdeleine et moi. On sera ravis de répondre à vos questions. Et puis, rendez-vous mardi prochain à 11h si là, vous voulez des conseils en tant que candidat. Ça marche aussi pour les responsables, directeurs juridiques et fiscaux. On vous dit à très bientôt. Passez une bonne journée et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. À bientôt.